Agnès et Stéphane, vous êtes là. Agnès, vous êtes directrice du Jardin de l'Arquebuse où nous sommes et qui abrite donc un planétarium et plein de belles choses, des collections magnifiques que je vous invite à découvrir, notamment demain, il fera encore meilleur, peut-être un peu plus froid, mais... Et quant à Stéphane, vous êtes entomologiste et chargé de conservation au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Dijon et en lien aussi directement avec le jardin. On va essayer de tenir le timing. Effectivement, l'idée était vraiment dans la droite ligne des propos d'Apolline, qui brossait un petit peu cette évolution des muséums et plus précisément derrière un petit peu des collections d'histoire naturelle à partir de notre exemple local, puisque cette année les rencontres se déroulent vers nous à Dijon. L'idée était vraiment, vraiment de remettre dans le contexte. Ensuite, ça sera mon collègue Stéphane Puissant, entomologiste responsable des collections, qui rentrera un petit peu plus dans le détail de comment est-ce que l'on conçoit aujourd'hui les collections dans ce contexte de changement et nos contextes actuels. Donc, juste à partir de quelques images, mais certains d'entre vous ont visité déjà soit le jardin, soit le musée sur le temps entre midi et deux. Notre contexte local, donc on est à la fois le jardin de l'Arquebuse, tel que ça a été dit, muséum, jardin botanique, planétarium, avec les missions inhérentes, notamment pour les muséums. Apolline a décrit brièvement les missions de ces institutions. Et nous sommes aussi la direction biodiversité de la collectivité. Et avec, derrière, finalement, c'est bien développer la connaissance et la prise en compte de la biodiversité, cette fois-ci sur le territoire. Et également mobiliser les habitants et les acteurs. On se base bien sur les connaissances scientifiques, pour faire progresser à la fois la connaissance et la prise en compte de la biodiversité. En termes d'actualité, Patrice Château en a parlé ce matin à l'ouverture des rencontres. Notre actualité sur le territoire, c'était le vote hier soir en Conseil métropolitain d'un plan climat et biodiversité. Donc cette fois-ci, les problématiques s'entrecroisent et un plan climat-biodiversité voté à l'échelle de la collectivité, finalement, nous donne un cadre politique et stratégique pour avoir un plan d'action. On espère des moyens derrière et dérouler un ensemble d'actions à la fois sur ces deux crises environnementales. Et on est sur une base temporelle 2024-2030. Et donc, les finalités et les missions, les vocabulaires, le vocable change et évolue, où on est bien sur des grands axes, on va dire, d'atténuer les pressions sur la biodiversité, de restaurer les fonctionnalités des écosystèmes, notamment de nos écosystèmes urbains qui sont soumis à de multiples pressions. On a une forte part de zones urbaines, en fait, sur nos 240 km² de la métropole. Et notre troisième grand axe, toujours pareil, c'est des évolutions de vocabulaire, c'est bien de développer la coopération, d'élargir les parties prenantes. Ça a été dit depuis ce matin, comment on sort de nos silos, comment on élargit la thématique de la biodiversité. Elle ne doit pas se cantonner à une direction biodiversité. Et c'est bien la coopération, élargir l'ensemble de nos parties prenantes, acteurs, et donc de développer toujours cette mobilisation. Et la partie peut-être atypique finalement sur Dijon, c'est que cette direction biodiversité, en fait, c'est l'émanation et la suite du musée d'histoire naturelle de Dijon, fondé par Léonard Dodot en 1836. Donc voilà, muséum à l'ère du changement et du coup rôle des collections à l'ère du changement. Je dirais, on est clairement un petit peu en plein dedans. Et donc tout naturellement, à Dijon, de fait, c'est un petit peu notre cœur de l'existence à la fois du site, des personnes qui y travaillent. C'est bien effectivement les collections qui sont le vecteur de la connaissance, le vecteur de la médiation. C'est bien par le biais des expositions permanentes, temporaires, telles qu'on peut les mener, des ateliers d'initiation à l'observation des abeilles, tels qu'on les présentera, qu'on les aura samedi prochain dans le cadre d'un colloque pollinéco qui se tient sur Dijon. Et voilà, vraiment ces collections, elles sont bien le cœur de la mobilisation d'un côté et le cœur aussi de la connaissance. Alors historiquement, Apolline l'a présenté, le fondement de la connaissance de la biodiversité, l'histoire naturelle, bien évidemment. Pour l'identification, c'est bien ces collections qui sont à la base. Et encore pour nous aujourd'hui, sur le territoire, beaucoup de choses se basent un petit peu sur le travail sur les collections. Et avec le gros avantage aussi, c'est que ça nous donne une base temporelle. Mais là, je vais m'arrêter parce que sinon, je prends la partie de mon collègue Stéphane. Yes, merci. Voilà.
Donc moi, merci à tous pour votre présence. Et puis, je vais faire un focus sur le musée d'histoire naturelle de la ville de Dijon, en le replaçant dans le temps. Donc, comme disait Agnès, sa création démarre par Léonard Naudot, conservateur durant 23 ans, de 1836 à 1859. Alors là, c'est majeur puisque M. Naudot, conservateur, avait rapporté ses propres collections qui étaient essentiellement constituées de minéraux, de roches et puis d'insectes. Donc on avait deux grandes bases en entomologie. Et dans les minéraux, on avait aussi, c'est un musée donc, qui est déjà ancien, mais qui reprend également des collections qui avaient été saisies lors de la Révolution. Donc on a des collections de champs blancs, qui sont des collections qui datent même de la période pré-linéenne, c'est-à-dire avant que le système linéen soit mis en place. Donc j'aborde cela parce que ça nous replace, ça nous remet dans le cours de l'histoire, puisque actuellement la nomenclature pour nous elle est bien établie au niveau du système linéen, un nombre d'espèces, un genre et une espèce qui s'associent, mais on a des collections qui sont basées sur un système de l'alchimie, avec Mercure, Jupiter. Voilà. Donc ça fait appel à de nombreuses connaissances pour pouvoir les classer, se repérer et pouvoir identifier la richesse de ces collections, notamment de certains objets, certains spécimens. Alors, comment le musée a évolué ? Bien, vous voyez, c'est comme Apolline avait abordé cela tout à l'heure. On a été dans les années, au début du XXe siècle, on est arrivé, c'était une sorte de cabinet de curiosité, avec un petit peu tout qui était regroupé. Donc on pouvait avoir un squelette humain avec un éléphant, le squelette de l'éléphant, un kangourou, et puis en arrière-plan, on a des collections entomologiques avec un très beau mur de papillons. On est fiers d'avoir toujours ces papillons en collection, donc il a fallu les conserver à travers le temps. Et ça a résisté, ce qui n'est pas le cas de tous les objets, ça a résisté au bombardement, notamment à des incendies. On a perdu une partie des collections lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu des incendies sur une partie des collections, mais on a encore une grande partie de ces restes d'époque, qui pour certains sont très précieux. Je pense surtout, en parlant de cela, aux coquilles, tout ce qui est mollusques terrestres et aquatiques. Puis ces collections elles ont évolué, elles sont devenues des outils scientifiques. Alors, vous avez un bel exemple ici avec la collection de Jean-Marie Héré. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'objet en tant que tel qui est particulièrement joli ou intéressant, mais elles ont un caractère scientifique majeur avec des étiquettes rouges. Alors, pour ceux qui connaissent, les étiquettes rouges, ce sont les types, c'est-à-dire que ce sont des spécimens qui ont servi à la description de l'espèce. C'était l'espèce nouvelle pour la science à l'époque. Parce qu'elle a été décrite, ce sont des petits charançons, les curculionides. Voilà. Alors on pourrait remarquer qu'on a plus d'étiquettes que de spécimens sur les paillettes, mais c'est un outil incontournable. Et ces collections, incontournables pour les spécialistes à travers le monde. Et ces collections, eh bien, on en a plusieurs, qui sont partagées également avec le Muséum national d'histoire naturelle. Ça, c'est aussi une particularité de notre musée où on partage les expertises et on partage les spécimens, certains spécimens qui appartiennent donc à des grandes collections. Je pense notamment à la collection Lannéry, à la collection Barbier, et puis on a plus récemment les collections Simard et la collection qui vient de rentrer tout dernièrement, une collection mondialement intéressante et de référence, la collection du professeur Boulard, qui est une collection de cigales en international, qui est sûrement une des plus belles collections au monde. 5 minutes. Merci. Lorsque l'on a des collections de cette importance, eh bien, elles s'inscrivent dans un cadre dynamique. Donc, il faut aussi penser en termes de place, puisqu'on ne peut pas entrer indéfiniment. Les murs ne sont pas... On ne peut pas les repousser à l'infini. Donc il faut faire des choix, et les choix s'inscrivent dans un contexte local, à l'échelle de la métropole et de ces 23 communes. Donc on replace nos actions avec des acteurs qui sont locaux essentiellement, mais pas seulement. On retrouve bien sûr le Muséum national d'histoire naturelle par les collections partagées, mais aussi par les expertises mises en commun en termes d'experts et de spécialistes, notamment en entomologie. Donc là, on va voir des exemples plus concrets en ce qui concerne l'entomologie, qui est donc la science, ça fait partie de ces sciences qui étudient les insectes. Et en haut à gauche, historiquement, nous avons la Société entomologique de Dijon, qui était un membre qui est toujours, une association avec des membres qui sont toujours très actifs, créée en 1970 par M. Albert Rognand,
déjà un demi-siècle de présence au sein de l'établissement. Et puis nous avons évidemment des partenariats avec la recherche et notamment biogéosciences. Donc la faculté de Dijon, en ce qui concerne les techniques de numérisation 3D par exemple, ou alors sur différents programmes de recherche où ils ont besoin de notre matériel, parce qu'on a des types, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire des spécimens qui ont servi à la description des espèces. Et ça, c'est surtout pour des programmes qui concernent les petits mollusques terrestres ou dulsacicoles ou aquatiques, d'eau douce. Nous sommes aussi un carrefour en termes d'échanges avec différentes associations. En bas à gauche, nous voyons, donc là c'était lorsque une grande association d'orthoptérologie, c'est-à-dire d'études des insectes, criquets, sauterelles, grillons, était venue chez nous et c'est le moment de partager les connaissances avec les plus jeunes. Dans le cadre de l'aide à la gestion, nous avons des experts qui viennent. J'ai pris 2 grands exemples. Le premier, c'est celui des pollinisateurs sauvages, les abeilles. Tout le monde connaît l'abeille mellifère, mais l'essentiel des pollinisateurs sont plutôt des pollinisateurs sauvages et qui sont de plus petite taille. Donc nous avons un expert ici, Mathieu Aubert, en haut à gauche, qui est en train de faire une recherche dans le cadre de nos trames vertes et puis de nos réservoirs de biodiversité. Et on a bénéficié déjà en 2017 de la première expertise de Mathieu, suite au plan national d'action des pollinisateurs. Et nous voyons là avec ces différents exemples d'abeilles qui sont soit terricoles, soit au milieu qui est très courante et qui vient polliniser nos différentes plantes. C'est plutôt une approche centrée dans la mesure où ces petites abeilles ont très peu de dispersion et c'est intéressant de pouvoir les étudier pour voir les connexions entre milieux et insectes pollinisateurs. Ça a été l'occasion d'avérer 200 espèces sur le territoire de la métropole avec une mise en collection et une base de données qui est totalement digitalisée, qui permet de générer des cartes automatiquement et de savoir ainsi, selon les rayons d'action des différentes espèces, les enjeux locaux qui peuvent être présents et surtout sur lesquels il faut porter une attention toute particulière. Et enfin, un autre grand exemple, c'est celui des orthoptères, donc criquets, sauterelles, grillons, également mené avec un expert, M. Bernard Defoe, qui est le responsable, l'auteur de la faune de France des orthoptères et qui travaille aussi sur les peuplements comme indicateur climatique et indicateur de gestion des milieux. Ça, c'est un groupe que l'on connaît bien depuis un siècle pour ses indications scientifiques. Et pour l'intérêt que ces espèces, ces regroupements d'espèces nous donnent comme information pour la gestion de zones plus vastes, puisque les orthoptères ne sont pas associés à une espèce de plante, ils sont plutôt associés à la structure végétale. Et de ce point de vue-là, ça nous permet d'avoir eu une approche sur un suivi des activités humaines 2021-2024 lors du festival Vive qui avait eu lieu à l'ouest dans la Combat à la Serpent, mais également l'évolution des tendances climatiques. On a mis en place en 2021-2022 les associations des peuplements d'orthoptères pour avoir un état initial de ces des tendances climatiques sur l'échelle de la métropole, notamment en caractérisant les milieux par les espèces, l'association d'espèces des peuplements d'orthoptères. Je vous remercie pour votre attention. Parfait. Merci beaucoup. Avant qu'on enchaîne avec la table ronde, j'ai une question auquel l'une ou l'autre peut répondre. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, beaucoup de naturalistes s'intéressent plus particulièrement à ce que j'appellerais la biodiversité ordinaire, la biodiversité des zones urbaines, des milieux urbains. Et je voulais savoir si c'était la même chose dans votre territoire et si ça avait donné lieu à des modifications d'échantillonnage et voire même à des modifications et des évolutions sur les politiques de protection que vous pouvez connaître pour préserver cette biodiversité ordinaire certes, mais parfois méconnue. Rapidement, on peut le faire à 2 voix. Derrière cette biodiversité ordinaire, on parle plutôt écosystème urbain, en fait, qui est peut-être finalement un sujet qui a besoin de se documenter en termes de connaissances, de méthodologie. Et c'est là où nos partenariats avec
le monde académique, notamment laboratoire biogéosciences et d'autres laboratoires, commencent à documenter aussi et mieux comprendre. Donc, des programmes de recherche-action, en fait, très souvent, le lien entre densification du bâti et biodiversité. Enfin, voilà, c'est un petit peu tous ces sujets. Et derrière, c'est comment est-ce qu'on re-questionne notamment les services écosystémiques dans ces milieux urbains. C'est un petit peu tous ces sujets-là, d'où les pollinisateurs, d'où un petit peu effectivement ces recherches d'indicateurs qui sont peut-être en train de se préciser aujourd'hui. Et en termes de collection, est-ce que ça a mené à faire évoluer Oui, alors non. Il y a une chose, c'est que d'abord, au niveau de l'échantillonnage globalement, ça permet de recibler un petit peu plus sur le territoire pour les efforts de prospection. Alors ça ne change pas les méthodologies, c'est simplement l'espace ciblé qui va être différent, avec une énergie injectée davantage ciblée sur telle ou telle partie d'un jardin ou d'une partie de la trame verte ou de la trame bleue. Mais globalement non. Par contre, ce qui est important, et cela on veille toujours, on est particulièrement vigilant à cela, c'est de bien acter les premiers spécimens, notamment des espèces invasives, les premiers spécimens collectés pour les avoir en référence dans le musée. De façon à ce que lorsqu'on est optimiste, dans 1 siècle ou 2 siècles, nos successeurs diront « Ah, en effet, cette espèce, elle était bien là à tel moment ». Et ça, c'est une preuve matérielle irréfutable. C'est valable à travers le temps. On a des espèces ici qui sont arrivées, on sait exactement quand, puisqu'on les a en collection. Et ça permet de prendre du recul avec les déplacements de certaines espèces, présence, absence, etc. Juste rapidement, me revient en tête effectivement l'exemple de l'ambroisie. C'est bien avec Lynn Raes sur Dijon qui avait eu toute cette étude un petit peu d'évolution spatiale et temporelle. Et c'est bien dans les herbiers, effectivement, notamment ceux conservés au Muséum de Dijon, et bien qu'on a remonté effectivement. La première date, vous en souvenez d'ailleurs? Non, pas. Mais on a 3 espèces phares. La pyrale du buis, le frelon asiatique et puis le moustique tigre. Donc on acte leur présence en collection. Ok, on va enchaîner si vous voulez bien avec la table ronde. Je vous invite à vous asseoir et Apolline à nous rejoindre.